Bonjour Philippe Loubière, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez beaucoup étudié dans votre vie, mais pas seulement, vous avez aussi baroudé, vous avez de l'expérience. Alors vous avez tout d'abord un doctorat de lettres, vous êtes arabisant, spécialiste de la question du Proche-Orient et des Balkans. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, il s'est passé énormément de choses en Syrie ces derniers jours. Tout d'abord, j'ai une question très scolaire à vous poser. Et beaucoup d'auditeurs, je pense, ne peuvent pas apporter la réponse aussi facilement que ça. Quelle est la différence entre le Proche-Orient et le Moyen-Orient? C'est une différence de langue. Le Moyen-Orient est un anglicisme. Le Proche-Orient est l'expression que l'on utilise en français et que malheureusement les journalistes ne distinguent pas très bien. Le Proche-Orient, c'est une notion qui est relative. L'Orient, c'est ce qui est à l'Est. Et pour les Anglais, ce qui est à l'Est et pour nous, ce qui est à l'Est ne commence pas au même endroit. Donc pour nous, le Proche-Orient, c'est effectivement, à partir de l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Palestine, le golfe Persique, la péninsule arabique. Ça va même jusqu'à l'Iran. À partir de l'Iran, on pourrait éventuellement commencer à parler de Moyen-Orient. Mais c'est une utilisation qui n'est pas très riche, parce que ce serait simplement l'Iran, l'Afghanistan, à la rigueur le Pakistan. D'accord. Voilà. Sinon, il faut expliquer aux journalistes que l'Égypte n'est pas au Moyen-Orient, elle est en Afrique. Et les journalistes ne le savent pas, sans doute. Ils ne regardent pas une carte. C'est une différence. C'est un terme anglo-saxon, en fait. Mais c'est tout ça. C'est la traduction, c'est la mauvaise traduction de l'anglais Middle East. La traduction de l'anglais Middle East, c'est Proche-Orient. Ce n'est pas Moyen-Orient. Parce que nous n'avons pas le même regard. L'Angleterre fait commencer l'Orient beaucoup plus près que nous. Pour nous, c'est plus loin. Donc ce qui est pour nous proche, pour eux est moyen. Et il y a l'Extrême-Orient qui est de l'autre côté de l'Inde. D'accord, donc mais les mots ont leur importance. Voilà, il y a le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Et on ne peut pas commencer le Proche-Orient au Moyen-Orient parce qu'il manque une case. Il manque des pays. Il manque des pays. Mais inconsciemment, pour l'Angleterre, le Proche-Orient, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Inconsciemment, ils ne le nomment pas ainsi, mais dans leur mentalité, c'est comme ça. Nous sommes des rastaquaires pour les anglo-saxons. Tout est question de point de vue. C'est une question de point de vue. Donc, en français, on évite l'expression Moyen-Orient, c'est de l'anglais. On dit Proche-Orient. Très bien. Et justement, que s'est-il passé ces derniers jours au Proche-Orient? Absolument. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Vous pourriez nous résumer ça pour quelqu'un qui sortirait de sa grotte, là, aujourd'hui? Alors, effectivement, l'actualité est aujourd'hui portée sur la Syrie, et vous remarquerez la quasi-concomitance entre le cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah au sud du Liban, la concomitance entre ce cessez-le-feu, qui n'est en fait pas un vrai cessez-le-feu parce qu'il continue à se tirer dessus, et le déclenchement des opérations de Syrie et du renversement de l'État syrien. Il y a une concomitance de dates, ce n'est évidemment pas un hasard. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors une succession de causes et d'effets. Il n'y a jamais de hasard, il y a une succession de causes et de conséquences. Et la Syrie, effectivement, est depuis des années le centre d'une tentative de déstabilisation qui vient d'aboutir. Vous pourriez dire dans quoi cela prend racine? Ça prend racine dans le fait que la Syrie a une position géographique qui le met au confluent de forces qui la dépassent et de très loin, entre les concurrences, entre des adversaires féroces et puissants. L'État d'Israël, les États-Unis d'Amérique et la Turquie, pour ne parler que, disons, de ce qui est évident. Et ce qui est caché? Comment? Et ce qui est caché? Ce n'est pas caché. Disons que la Syrie a ces trois pays comme adversaires. Et ce sont des adversaires qui ont conjugué leurs forces dans une confluence d'intérêts pour faire tomber l'État syrien. Je dis bien faire tomber l'État syrien et pas simplement la personnalité du président syrien, parce que ce n'est pas une question de politique intérieure. Il ne s'agit pas de renverser un président qui serait dictatorial ou despotique, malgré le caractère éventuellement autoritaire de l'État syrien, ce qui était vrai. Mais ce n'est pas le sujet. Oui. Le problème n'est pas une question de politique intérieure, mais de politique étrangère. La Syrie, sa position indépendante et les choix qui sont la conséquence de cette politique indépendante gênent trois pays. Les États-Unis et l'Angleterre
c'est-à-dire le bloc anglo-saxon, c'est pas un seul pays, mais le bloc anglo-saxon, l'État d'Israël et la Turquie, pour des raisons qui sont autonomes et convergentes. L'idée est de démanteler la Syrie? Ah oui, l'idée c'est de démanteler la Syrie. Il y a plusieurs éléments. L'élément, disons, le moins compliqué à analyser, c'est la position de la Turquie. La Turquie, depuis la fin de l'Empire ottoman, ne reconnaît pas les frontières avec la Syrie, n'a jamais reconnu les frontières avec la Syrie, a déjà profité à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, de la faiblesse de la France mandataire sur la Syrie pour s'emparer d'une partie du territoire syrien qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrette, Iskandaroun. La Turquie s'en est déjà emparée à cette époque-là. Et en fait continue sur sa lancée. S'est emparée de la région d'Erbil, de la région d'Idleb, pardon, Erbil c'est au Kurdistan irakien, s'est emparée de cette partie du territoire syrien, il y a entretenu des djihadistes et continue le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie aujourd'hui à avoir des patrouilles de l'armée turque, accompagnées parfois de patrouilles de l'armée russe, pour contrôler une partie du territoire syrien, sous prétexte qu'il y aurait des Kurdes qui agiraient contre les intérêts de la Turquie. Donc la Turquie, en fait, a une ambition territoriale sur la Syrie. Alors beaucoup parlent d'une ambition néo-ottomane de M. Erdogan, qui est le président syrien. Bon, c'est bien excessif comme... Le président turc, vous voulez dire. Du président turc, pardon. C'est évidemment un peu excessif, parce que ça n'a rien d'ottoman. L'Empire ottoman n'avait aucun problème à gérer les minorités ethnico-religieuses. Et ça se passait très bien. Il faut se rappeler que le massacre des Arméniens en 1915 ou des Assyro-Chaldéens la même année en 1915 ne sont pas le fait de l'Empire ottoman, sont le fait au sein de l'Empire ottoman des jeunes Turcs, c'est-à-dire de ceux qui ont construit ensuite, à la chute de l'Empire, la République turque qui est une république indivisible. Les Turcs sont turcophones et sunnites. Voilà. Très bien. Il y a eu cette logique unitaire et ça n'a rien d'ottoman tout ça. En revanche, il y a une ambition territoriale de la Turquie au détriment de la Syrie, c'est clair, au détriment aussi de l'Irak. Alors c'est moins dans l'actualité, mais il y a des troupes turques également en Irak, en direction de Mossoul. Il y a des ressources naturelles intéressantes? Alors il y a des ressources naturelles, mais c'est pas ce qui intéresse le plus directement la Turquie. Ça intéresse la Turquie sur la question du gazoduc, mais j'en reparlerai un peu plus loin. Voilà, ça c'est le premier adversaire numéro 1 de la Syrie, enfin numéro 1. Ce n'est pas un numéro 1 en termes d'importance forcément, mais le premier que je viens de décrire parce que c'est le plus simple. D'accord. Bon, il y a également ensuite les raisons israéliennes. Oui. Alors les raisons israéliennes sont soit des raisons à court terme, soit des raisons à long terme. Les raisons à court terme sont à la suite de la guerre entre Israël et le Liban, le constat que le Hezbollah est impossible à vaincre par l'armée israélienne. Donc, l'objectif d'Israël, puisqu'elle ne peut pas vaincre le Hezbollah, c'est d'empêcher le Hezbollah de recevoir un soutien militaire de ses alliés, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak et l'Iran. D'où le déclenchement de l'opération. Aujourd'hui, la route qui approvisionne le Hezbollah en matériel, en armes, en fait est coupée. C'est une manière de fragiliser le Hezbollah. Ah bah oui, de le fragiliser, de faire en sorte qu'il n'ait plus, le soutien de ses alliés, c'est-à-dire Syrie, Irak, Iran. Vous pourriez définir en 2 mots ce qu'est le Hezbollah? Le Hezbollah, c'est le parti de la résistance libanaise à l'agression israélienne qui est majoritairement composé de Libanais chiites, de confession chiite. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des chrétiens au Hezbollah. Le recrutement du Hezbollah, c'est le sud du Liban, principalement, il y a également dans le nord de la Beka, enfin c'est principalement pour le choc militaire avec Israël, des gens du sud, et au sud il y a des chrétiens. C'est donc pas monolithique? Oh, c'est quand même très majoritairement chiite, hein, c'est clair. Mais enfin, il y a des éléments chrétiens au Hezbollah, oui. Et l'autre raison d'Israël Alors les raisons à plus long terme d'Israël sont, là aussi, sa volonté d'expansion territoriale. Il y a une précipitation aujourd'hui du gouvernement israélien en faveur de ce qu'on appelle le Grand Israël, c'est-à-dire des conquêtes successives qui incluent, d'ailleurs on l'a bien vu dans l'actualité, les Israéliens sont précipités dès la chute de l'État syrien pour s'emparer du Golan, du mont Hermon, qui sont en territoire syrien. Ce Grand Israël, c'est un rêve ou un fantasme religieux?
Ça mêle deux choses. Il y a une part effectivement, disons, messianique. Dieu nous a promis une terre qui va du Nil à l'Euphrate. En tout cas, c'est ce que considèrent les Israéliens nationalistes. Mais la carte du Grand Israël recouvre elle aussi une carte des ressources fossiles de la région. Comme par hasard, il y a dans ce qui serait le Grand Israël, il y a également les ressources gazières et pétrolières les plus importantes de la région, ou en tout cas assez importantes. Le gaz à Gaza et le pétrole en Syrie? Le pétrole en Syrie, mais il y a le gaz aussi, il y a les puits de pétrole, et n'oublions pas qu'ils veulent aller jusqu'à l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'est un peu plus loin. L'Euphrate coule en Syrie, mais coule aussi en Irak. Donc ça signifierait s'emparer, en même temps que d'un territoire mythiquement dévolu à Israël, en même temps, enfin dévolu à Israël par ce qu'ils croient être leur religion. Mais cela représente aussi des ressources pétrolières et gazières très importantes, en mer et évidemment aussi en pleine terre. Ce projet, il est écrit dans des textes religieux, des textes sacrés? C'est une revendication qui mêle, comment dirais-je, qui mêle une mémoire historique, celle de la Bible, et une ambition d'aujourd'hui. Il y a effectivement une part dans la précipitation de l'État d'Israël à commettre des actes de guerre qui sont tout à fait terribles, tout à fait féroces, que ce soit à Gaza contre les Amalécites, ou que ce soit en Syrie, ou que ce soit partout ailleurs. Il y a une dimension religieuse, une dimension messianique qui tire son origine de la Bible. Des textes, vous pourriez citer des phrases ou des... Oh, il suffit d'écouter M. Netanyahou. Les citer. Et M. Netanyahou donne ses références. La prophétie d'Isaïe? La prophétie d'Isaïe, c'est-à-dire en fait, la prophétie, le fait de donner cette terre justement aux messianistes israéliens. Voilà, il y a une dimension eschatologique, en tout cas de leur point de vue, puisque toutes ces guerres, avec la férocité qu'elles supposent, favorisent la venue de ce qu'ils croient être le Messie. D'accord. Voilà. Et par qui pourront-ils être arrêtés, finalement, dans cette volonté de conquête, selon vous? Ça, c'est une question difficile. Il est évident qu'Israël ne pourrait rien faire sans l'appui des États-Unis. Et les États-Unis n'ont manifestement pas l'intention d'arrêter les ambitions israéliennes parce qu'elles les servent. Donc je ne pense pas que les États-Unis arrêtent la main d'Israël, je ne crois pas. Même Trump, hein, Trump pas plus que les autres. D'accord, oui, il faut le dire. Trump n'est pas un sauveur suprême, il ne faut pas non plus se tromper. Les intérêts à long terme des États-Unis, là je peux venir sur ce point-là, les intérêts des États-Unis sont effectivement une domination mondiale de toutes les ressources, pas simplement gazières ou pétrolières, mais les États-Unis ont, comment dirais-je, ont une représentation du monde double. Il y a d'une part les États développés qui doivent absolument être leurs clients. C'est le cas en particulier des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, etc., qui doivent être les clients des États-Unis parce qu'ils sont riches et peuvent payer. Et puis les pays du tiers-monde qui ont des matières premières, enfin les pays qui ont des matières premières, tiers-monde ou pas tiers-monde, qui ont des matières premières, et les Américains veulent être maîtres de la commercialisation de ces matières premières. Voilà, donc c'est ce qui est l'intérêt à agir des États-Unis. Cela recouvre, cette volonté de puissance mondiale, recouvre toutes ces formes, toutes ces ambitions se retrouvent contre la Syrie, se sont trouvées contre la Syrie. C'est pour ça qu'ils soutiennent également Israël. Ah ben les États-Unis soutiennent Israël, mais je veux dire, ils se soutiennent réciproquement. Les États-Unis soutiennent Israël, Israël aussi sert les intérêts des États-Unis. Il n'y en a pas un qui domine l'autre complètement. On ne peut pas dire Israël domine complètement les États-Unis ou les États-Unis dominent complètement Israël. C'est du donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant. Enfin, pour eux, peut-être. Perdant-perdant pour le reste du monde. Mais ça pourrait être aussi du perdant-perdant pour eux. Alors, pas pour le moment. On voit que pour le moment, ils ont l'initiative. Mais est-ce qu'ils continueront? Je ne sais pas. Alors, ce qui pourra, à la limite, à terme, limiter les ambitions d'Israël, c'est son déficit démographique. Oui. Parce que plus Israël voudra s'étendre, plus il lui faudra de population. Et il ne l'a pas. La population israélienne fuit Israël en ce moment.
Et pour cause, ils sont 5 millions d'habitants ou moins? Peut-être un peu plus, mais les gens prennent la fuite. Oui. Beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas fanatiques de Netanyahou. La population israélienne est une population qui, elle aussi, est double. Oui. Il n'y a pas que des fanatiques. Il y a d'une part ceux qui soutiennent la politique de Netanyahou par fanatisme, mais il y a toute une population israélienne qui ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre comme en Californie. En paix. En paix, en tout cas, avec la supériorité sur le reste du monde, mais qui n'est pas guerrière, qui veut vivre de façon hédoniste. Et ceux-là, effectivement, en ce moment, ont plutôt tendance à vouloir fuir Israël pour ne pas être mobilisés, parce que cette guerre est très coûteuse en hommes. Les Israéliens ont perdu beaucoup d'hommes à Gaza et beaucoup d'hommes au Liban. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Israël a accepté le cessez-le-feu au Liban. C'est à cause de son très grand nombre de pertes de soldats. Il y a des femmes aussi dans l'armée? Il y a des femmes dans l'armée, oui. Comme en Ukraine? Comme en Ukraine, mais je ne sais pas si la comparaison... Et raison. Oui, parce que en Israël, les femmes sont mobilisées au service militaire. En Ukraine, c'est quelque chose qui est plus récent. Là, les traditions machistes sont plus solides, et donc le fait de mobiliser les femmes est une habitude récente. Donc Bachar el-Assad n'est pas le boucher de Damas, selon vous? Ça a été une désinformation? Non, c'est pas le boucher de Damas, il ne faut pas exagérer. Le régime syrien était un régime autoritaire, c'est vrai. Mais est-ce que Bachar était un dictateur? À l'aune à laquelle on mesure le pouvoir du maréchal Sissi en Égypte ou du roi du Maroc, font que ce sont des chefs d'État qui sont tous des chefs d'État autoritaires. Il ne s'agit pas de mettre un jugement de valeur, il s'agit bien de comprendre que c'est un motif de politique intérieure qui est mobilisé, c'est un dictateur, c'est un boucher, c'est ceci et cela, pour le renverser, non pas à cause de ça, mais le renverser parce que sa politique indépendante, ou la politique indépendante qu'impose la géographie à son pays, fait qu'il a des adversaires, et sont des adversaires qui sont puissants et très impitoyables. Il dit que ce sont les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie aujourd'hui, c'est bien ça? Alors, qui dit ça? Bachar el-Assad. Aujourd'hui, Bachar n'est plus président de la Syrie. Donc, effectivement, ceux que les Syriens, et en particulier le régime, appelaient les terroristes, ont pris le pouvoir. Mais c'est une question de dénomination. Les Syriens les appelaient les terroristes. La dénomination la plus précise, qui serait la moins, comment dirais-je, la moins polémique, ce sont les djihadistes. Car ils font le djihad. En tout cas, c'est au nom du djihad qu'ils se battent, oui. Qu'est-ce que le djihad pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Alors le djihad, ce serait l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois en France la mobilisation. C'est le fait de se mobiliser. Il y a un petit djihad qui est un djihad d'ordre militaire, qui est le fait de se défendre contre un adversaire, contre l'adversaire qui menace la communauté, en l'espèce musulmane. Et puis il y a le grand djihad, qui est le djihad contre ces mauvaises pensées, ces mauvaises pulsions qui font de soi un être grossier. Ce sont les deux notions. Donc c'est ça que ça veut dire. Alors en l'espèce, il ne s'agit que du petit djihad, c'est-à-dire du djihad militaire. Mais c'est une autoproclamation. Il n'y a pas de légitimité à prononcer le djihad. Il faut comprendre que l'islam d'aujourd'hui souffre d'une absence de chef. Il y avait jusqu'à la fin de l'Empire ottoman un chef, le calife. Le calife qui était à Constantinople ou à Istanbul, et qui était en même temps que le chef politique de l'Empire ottoman, c'était le chef religieux de tous les musulmans sunnites. Depuis la fin de l'Empire ottoman, il n'y a plus d'autorité religieuse. Donc chacun peut se dire, c'est moi le dépositaire de la foi musulmane, personne ne pourra le contester, sauf son rival, bien entendu. Mais il n'y a plus d'autorité religieuse. Donc c'est la foire d'empoigne. C'est effectivement la foire d'empoigne, oui. En parlant de terrorisme, pour en revenir à la Palestine, le Hamas, il est financé par qui et quelle est sa raison d'être? Ça c'est compliqué là, parce que le Hamas à l'origine a été suscité comme un rival de l'Organisation de libération de la Palestine, qui était dirigée par des laïcs. Arafat est un laïc, c'est un militant politique.
Et on a suscité, Israël a suscité la naissance du Hamas, justement pour que l'autorité politique palestinienne est un rival, et que le discours soit un discours religieux, et non plus un discours politique. Et effectivement, c'est quelque chose qui a marché. Cela dit, la réalité a imposé aussi sa marque, parce que le Hamas est progressivement devenu, en fait, beaucoup plus une unité de résistance palestinienne qu'un discours religieux. Et il y a une espèce, comment dirais-je là aussi, de dichotomie entre le Hamas qui est à Gaza, qui est la résistance palestinienne, et les structures politiques externes du Hamas qui sont au Qatar, qui sont en Turquie, qui sont à Londres, qui elles sont restées plus sur une ligne religieuse. Il y a un rapport entre Netanyahou et le Hamas? Bien sûr. Alors vous pouvez nous dire lequel? Alors entre Netanyahou et le Hamas, il faut là encore distinguer. Lorsque le Hamas a été créé il y a peut-être 20 ou 30 ans, Netanyahou n'était pas forcément au pouvoir à ce moment-là. Donc il s'agit de la bénédiction d'Israël à la création du Hamas. Et Israël a laissé des fonds qataris alimenter le Hamas de façon parfaitement cynique. Voilà. Donc c'est un instrument. C'est un instrument. Aujourd'hui, comment dirais-je, les événements du 7 octobre de l'année dernière, Netanyahou était parfaitement au courant de ce qui allait se passer et l'a volontairement laissé faire. Parce qu'il a probablement saisi cette occasion-là pour ensuite commencer à appliquer son programme d'expulsion de la population palestinienne de Gaza pour s'en emparer. Voilà. Pour procéder à un nettoyage ethnique. Pour procéder à un nettoyage ethnique, oui. Mais simplement, les Gazaouis ne se sont pas laissés faire. Est-ce qu'une union du monde arabe pourrait stopper cette fureur et à condition que l'union du monde arabe existe. Elle n'existe pas du tout. Elle n'existe absolument pas. La modernité qui a suivi la destruction de l'Empire ottoman, c'est la création d'États-nations. La Syrie, l'Égypte et même la naissance toute récente de l'Arabie saoudite comme État-nation véritable, l'apparition récente, pas la naissance, mais l'apparition récente de l'Arabie saoudite, c'est la modernité, ce sont des États-nations qui ont chacun leurs intérêts. Et ces intérêts ne sont pas nécessairement concordants. Donc ça permet d'être instrumentalisé par l'Occident comme des pièces des Alors l'Occident est une notion qui est une notion de désinformation. L'Occident, ça n'existe pas, ça n'existe que comme cache-misère pour ne pas désigner en fait les anglo-saxons. Le bloc anglo-saxon. Le bloc anglo-saxon. Le maître du monde. Qui est le maître du jeu en tout cas. Il est évident que ne parler que d'Occident comme le font beaucoup de gens est une désinformation parce que ça masque des rapports de force très puissants entre les puissances dominantes, Angleterre, États-Unis, et les puissances dominées, Allemagne, France, Italie, etc. Donc l'Occident, c'est le maître anglo-saxon avec son valet qui est donc l'Europe. Oui, l'Europe, en disant les différents pays européens, parce qu'il n'y a pas non plus d'Europe autre que la structure fascisante de l'Union européenne qui, comment dirais-je, est de moins en moins acceptée par les peuples. Oui, l'Europe géographique alors. Oui, en tout cas, disons les différents pays européens pour rester au stade des États, parce que ceux-là ont une réalité historique, sociologique et politique beaucoup plus importante. Donc parler d'Occident, c'est dissimuler le rapport de force entre dominants et dominés. Et ça profite aux dominants, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas identifiés comme tels. Donc il ne faut pas parler d'Occident, il faut parler du bloc anglo-saxon et éventuellement des États qui leur sont vassalisés, comme la République française, l'Allemagne, etc. etc. Voilà. Et donc, ce bloc anglo-saxon a tout intérêt à ce qu'il y ait ces États-nations divisés dans le monde arabe. Non, c'est pas qu'ils aient intérêt à ce qu'il y ait des États-nations. C'est qu'ils sont en train de casser les États-nations qui sont le résultat de la modernité, et en particulier d'une modernité qui a été beaucoup inspirée par le modèle français. La Syrie, c'est le modèle français, la Turquie, c'est le modèle français, même Israël, dans une certaine mesure, c'est le modèle français. L'Égypte, c'est le modèle français, un modèle moderne d'État-nation. Ça ne veut pas dire que ce soit des nations récentes, l'Égypte existe depuis très longtemps, mais la constitution, la modernité, à la fin de l'Empire ottoman, c'est l'apparition d'États-nations à la fin de l'Empire. L'Empire est par définition multi-quelque chose. Bon, là, on n'est plus dans le multi, on est dans l'apparition des États-nations. Il n'y a que le Liban qui n'a pas réussi à devenir un vrai État-nation,
Parce que justement, ils sont restés l'Empire ottoman, les communautés. Moi, je suis ceci, je suis cela, je suis musulman ou chrétien ou je sais pas quoi, ou druze ou... Et ce sont des communautés qui cohabitaient assez bien jusque-là? Qui cohabitaient séculairement plutôt bien, avec de temps en temps des crises. Comme ça arrive dans tout couple. Surtout, groupe humain. Oui, surtout quand les anglo-saxons magouillent. Allègrement. Bien sûr. L'État-nation inspiré du modèle français, vous le définiriez comment? Ça ressemble à quoi dans les grandes lignes? C'est... L'État-nation, c'est le fait qu'il y ait un État qui, comment dirais-je, administre la vie politique d'une nation. C'est-à-dire qu'il y a coïncidence entre les deux. Coïncidence entre une nation et un État qui fonctionne. Voilà. C'est la coïncidence entre une réalité historique et sociologique et un mode de fonctionnement. Et donc c'est un État tout-puissant? Pas forcément tout-puissant, mais en tout cas qui fonctionne. Et qui fonctionne plutôt bien? En principe, les États-nations fonctionnent plutôt bien. Ce sont les fonctionnements impériaux qui sont justement fragilisés par l'histoire, fragilisés par le temps, fragilisés par leurs adversaires. Ce sont les empires s'écroulent et les nations durent. L'Empire romain, malgré toute sa puissance, s'est effondré. L'Empire ottoman s'est effondré. L'Empire austro-hongrois s'est effondré. La seule solution pour s'inscrire dans la durée, c'est d'être souverain? C'est d'être un État souverain, oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes. Simplement, c'est l'adéquation entre l'aspiration politique, voilà, c'est ça, la liberté et l'aspiration politique. L'indépendance, c'est le nom collectif de la liberté. La souveraineté, c'est le nom collectif de la liberté. La liberté est une notion individuelle, la souveraineté est une notion collective. Un pays souverain, c'est un pays libre. Voilà. Et ça, c'est en train d'être cassé peu à peu dans le monde arabe. Mais pas seulement, en Europe aussi. Parce que tout ça, les États souverains sont dans le collimateur du monde anglo-saxon. La mondialisation ne supporte pas qu'il y ait des États-nations, qu'il y ait des frontières, qu'il y ait des limites, qu'il y ait une paix westphalienne entre les différentes nations qui coexistent. Et s'infiltrer partout et homogénéiser le monde? Pas forcément l'homogénéiser, en tout cas le dominer. Voilà. Donc nous sommes dans une lutte en ce moment entre les États-nations et l'hégémonie anglo-saxonne. Le mondialisme, c'est le nom gentil de l'hégémonie anglo-saxonne. Voilà. L'hégémon anglo-saxon. L'hégémon anglo-saxon. Ce qu'on a appelé longtemps le leadership, pour reprendre un mot anglo-saxon. Oui, l'hégémonie, ça va, l'impérium aussi. Les mots ont leur importance, on voit bien les anglicismes qui se sont glissés ça et là, partout dans notre Mais pour nous faire avaler la chose, il nous faut avaler le mot d'abord. Absolument, vous dites que la base de tout, c'est le langage. L'être maître de son langage est une liberté importante, que ce soit pour un individu qui doit être effectivement qui doit bien maîtriser l'instrument de sa pensée, et une société, une nation, qui doit effectivement elle aussi maîtriser sa façon de se penser. D'ailleurs, vous dites que le mot sémite, et donc antisémite, est employé pas du tout à propos en fait, parce que personne ne sait ce que c'est. Il est employé à tort et à travers. C'est un mot linguistique, vous dites. C'est un mot, oui, qui est ressorti de la linguistique. Ce n'est pas un mot ethnique. Il n'y a pas d'ethnie sémite. Ça n'existe pas. Il y a des langues sémitiques que sont l'arabe, l'hébreu, l'araméen, l'éthiopien et quelques autres que je ne vais pas développer. Mais ce sont des langues, c'est une famille de langues. Comme les langues latines sont une famille de langues, l'espagnol, l'italien, le français sont reliés entre elles par une appartenance commune. C'est la même chose des langues sémitiques entre elles. Donc c'est une notion qui est linguistique, c'est pas une notion ethnique. On ne peut pas définir une ethnie, c'est pas une ethnie. Donc tous les discours sémites ou antisémites ou tout ce qu'on voudra autour de ces termes-là sont des erreurs de langage. Une fois de plus. Une fois de plus. Et vous dites que l'hébreu est réapparu il y a peu. L'hébreu, les juifs n'ont jamais perdu totalement la mémoire de l'hébreu, mais ils n'en avaient plus l'usage parlé. Ils l'ont gardé comme c'est comme si nous nous remettions par exemple à parler le latin. C'est une langue quasi morte. Ah, c'était une langue morte au sens où plus personne ne la parlait. Et le projectionniste a revivifié l'usage pratique de l'hébreu. Il y a un usage pratique de l'hébreu. On achète son beefsteak en hébreu dans les boucheries d'Israël. De Tel Aviv. De Tel Aviv ou d'ailleurs.
Donc cet hébreu est réapparu quand l'État d'Israël a été créé, c'est bien ça? Avant. Juste avant? C'est la conséquence de l'apparition du mouvement sioniste. À partir du 19e siècle, eh bien, ceux qui étaient sionistes ont voulu réhabiliter l'hébreu, réutiliser l'hébreu, se mettre à l'utiliser à nouveau comme une langue parlée. Mais pas simplement une langue de culture ou une langue de mémoire, mais que ça redevienne une langue parlée. Donc c'était le préalable à tout ce qui s'est passé ensuite? Ben, c'était pas le préalable, mais pour accompagner une nation, il faut une langue. Le sionisme est né au 19e siècle en même temps qu'une autre aspiration, ce qu'on appelait le principe des nationalités. C'est-à-dire que la partie européenne, la partie orientale de l'Europe, était occupée par des empires, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire tsariste, etc. Et les pays qui étaient à l'intérieur de cet empire aspiraient à la libération. C'est ce qu'on a appelé le principe des nationalités, pour que les nationalités qui constituaient ces empires deviennent à leur tour des États-nations. Et ils se sont rassemblés autour du projet, une langue, un territoire, un peuple, une religion aussi quelquefois. Et le sionisme, en fait, s'est modelé sur le même modèle. Il y avait ce fantasme d'avoir enfin son territoire et sa nationalité. Alors, effectivement, la différence entre les Juifs et les autres nationalités, c'est la relation au territoire. Il n'y avait pas de territoire spécifiquement juif à l'époque. Quoi que l'on puisse contester cette affirmation, mais elle n'était pas très présente à l'esprit à l'époque. C'était le juif errant? Oui, si on peut dire. Le pâtre grec? Oh, ça c'est Moustaki, oui. Tout à fait. Mais Moustaki était un juif installé à Alexandrie, un juif égyptien. Et ça se passait très bien à Alexandrie? Ah, ça se passait très bien, oui. Et en fait, ce rapport au territoire a toujours été complexe. En l'espèce, les sionistes ne disposaient pas, dans cette ambition issue du principe des nationalités, ne disposaient pas d'un territoire. Donc ils ont ambitionné d'avoir un territoire à eux. Ils ont même pensé, d'ailleurs, un premier temps, à l'Ouganda, en Afrique. Ah. Bon, mais ça n'a pas marché parce que peu de Juifs d'Europe étaient désireux de s'installer en Ouganda. Donc c'est la Palestine qui a été retenue, pour des raisons cette fois-ci religieuses, bien sûr. Jérusalem. Pas encore, mais c'est ce qu'ils disaient les Juifs à l'époque, l'an prochain à Jérusalem, comme une aspiration millénaire. C'était un rêve. Oui, si on peut dire. L'Ouganda, c'était des problèmes climatiques? Oui, et puis... puis c'est un monde qui était très différent, lui aussi, et qui ne portait pas la même charge religieuse et spirituelle pour les Juifs que la terre de Palestine. Vous pensez que... Comment dire? Comment ça va finir tout ça? C'était une question, vous n'avez pas de boule de cristal, mais... Ah, j'ai pas de boule de cristal. Vous imaginez quoi, au fond? Difficile à dire. Ah la région sera très agitée pendant de nombreuses années. Là, la Syrie va probablement éclater en plusieurs zones distinctes. Il y a un remodelage des États-Unis, effectivement, souhaitent remodeler le Proche-Orient depuis longtemps. Et là, c'est l'occasion que jamais. La Syrie va probablement éclater en plusieurs entités. Une partie occupée par Israël, une partie occupée par la Turquie, une partie par les djihadistes, une partie par les Kurdes, c'est-à-dire les Américains. Ça risque d'être assez compliqué, la vie risque d'être assez difficile pour les Syriens. Assez difficile. On a vu par exemple que les persécutions religieuses ont commencé en Syrie. Églises détruites, cimetières profanés, etc. Les chrétiens, les alaouites... qui sont les minorités les plus importantes de Syrie. Bachar el-Assad s'est réfugié en Syrie, en Russie. En Russie, oui. Oui, c'est ça. Et oui. il ne reviendra pas? C'est très peu probable. Vous savez que ça allait se passer comme ça, ou selon vous? Il devait finir par s'en douter, malgré tout. Si vous voulez, les choses ont été rendues possibles. Aussi pour des raisons de contexte, là nous avons parlé des ennemis de la Syrie, mais il faut aussi parler des amis de la Syrie, la Russie, la Chine, l'Iran. Et là, ces pays ont subi une défaite. La Chine également, on n'y fait pas très attention, mais les fameuses nouvelles routes de la soie incluaient le passage
d'un oléoduc, d'un gazoduc plutôt, à travers la Syrie, et c'est un projet qui est définitivement mis hors course et qui intéressait les routes de la soie chinoise. Bon, il y avait effectivement une concurrence de gazoducs, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà. Les Russes, effectivement, ont également subi une défaite parce que probablement les nouveaux maîtres de la Syrie feront fermer les bases russes. Et ils perdent le port de Tartus aussi, qui est important. Pour les Russes, c'est important, plus peut-être que la base aérienne de Khmeimim. Concernant le gazoduc, vous vouliez dire que ce projet... Il y avait 2 projets de gazoduc en concurrence, qui sont, bon, disons, entre le Qatar et l'Iran, sous le golfe Persique, il y a une immense poche de gaz. Cette poche de gaz est exploitée du côté iranien par les Iraniens, du côté qatari par les Qataris. Bon, là, jusqu'à présent, ils ne se disputaient pas trop, parce qu'ils ont réussi à peu près à s'entendre sur l'exploitation du gaz. Mais l'objectif, c'est aussi de l'exporter. Et donc, il y a eu deux projets de gazoducs concurrents pour vendre du gaz à l'Europe, qui en a besoin. Le premier projet, c'était le projet qui partait d'Iran, qui remontait de cette poche de gaz, qui ensuite obliquait vers l'ouest, traversait l'Irak, la Syrie, et arrivait en bord de Méditerranée en Syrie, pour être ensuite exporté vers l'Europe. Ça, c'était le premier projet de gazoduc. Il y a eu ensuite un deuxième projet, enfin il y avait un projet concurrent de gazoduc qui partait du Qatar, qui traversait l'Arabie Saoudite, un petit bout de la Jordanie, pénétrait en Syrie, remontait ensuite tout droit vers la Turquie et continuait ensuite vers l'Europe. Ces 2 projets étaient en concurrence. Le deuxième était soutenu par les États-Unis, le premier par la Russie et la Chine. Voilà. Et c'est le premier qui a été choisi par le gouvernement syrien. C'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, maintenant, c'est l'autre gazoduc qui sera probablement, lorsque la situation se sera un peu stabilisée, c'est celui-là qui sera remis en selle, mais qui n'a pas vu le début d'une concrétisation encore. Voilà. Très bien. Voilà. Donc la Russie a subi une défaite. Oui. Alors la Russie a certainement dû voir venir les événements. Et donc, évidemment, la présidence syrienne aussi. Mais il était trop tard quand ils s'en sont rendus compte pour réagir. Pourquoi? Parce que la poche d'Edleb aurait dû être réduite depuis très longtemps. Lorsque, dans les années 2018, 2019, jusqu'à 2020 même, la Syrie a refait sa rentrée dans le monde arabe, a été réacceptée au sein de la Ligue arabe, etc., etc. La Syrie aurait dû à ce moment-là reprendre le contrôle de la région d'Edleb. Elle ne l'a pas fait. Et ne l'a pas fait parce que les Russes ne l'ont pas permis. L'armée syrienne n'aurait pas pu le faire à elle toute seule. Il aurait fallu effectivement un appui sérieux de l'armée russe, et l'armée russe n'a jamais voulu. Donc la Russie a eu dans une certaine mesure une responsabilité dans ce qui est arrivé. Voilà. Il faut voir que c'est vraiment la Russie qui a lutté à partir de 2015 contre les terroristes et contre les djihadistes. C'est bien la Russie qui a mis fin à Daesh en Syrie, c'est vrai. Mais la Russie n'a jamais voulu attaquer les commanditaires de Daesh, c'est-à-dire toujours les mêmes, Israël, les États-Unis, la Turquie. Les Russes n'ont pas voulu s'affronter à eux. On peut le comprendre, mais ils n'ont jamais voulu. Ils ont toujours été dans le compromis, dans le fait de dire on gèle le conflit, mais on ne le règle pas. Mais c'est ce qu'ils ont fait partout ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait en Géorgie, c'est ce qu'ils ont fait en Arménie, c'est ce qu'ils ont fait en Moldavie, c'est ce qu'ils ont fait partout. On gèle le conflit, mais on ne le règle pas. Et à force de ne pas régler les conflits finissent par se venger, si je puis dire. Et c'est ce qui s'est produit. Et quand effectivement les Américains ont commencé à donner des chars, des drones aux djihadistes, eh ben ça a été trop tard là. C'est un coup d'État. Oui, c'est un coup d'État si on peut dire, oui. Oui. Écoutez, est-ce que vous feriez une conclusion en arabe, une conclusion pleine d'espoir à cette entrevue? Alors, une conclusion en arabe. Nos internautes étant francophones, je ne vais pas les embêter avec ça, mais une conclusion pessimiste ou optimiste, c'est difficile à dire. En tout cas, pour le court terme, on ne peut pas être très optimiste, ça c'est évident. L'optimisme viendra de ce que une guerre n'est jamais perdue, une lutte n'est jamais finie, et là, effectivement, manifestement, le monde anglo-saxon a gagné et israélien a gagné une manche
au Proche-Orient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils resteront gagnants pour l'éternité. Ça veut dire que de grands mouvements se produisent dans le monde et que cela changerait un peu quelque chose. Je ne parle pas forcément des BRICS, parce que les BRICS sont beaucoup plus un syndicat de mécontents qu'une véritable alliance. Mais sait-on jamais. Merci à vous, Philippe Loubière. Avec plaisir, Stéphanie.